Alors, c'est qui la première question? Oui, bonjour. Alors, mettez-vous debout, comme ça on vous entendra mieux. Oui, bonjour, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Un tout petit, ça amplifie un tout petit peu le micro, mais très très peu en fait. Mais c'est pas de votre faute. Bon, ma question, pour en revenir plus proprement aux Ménonites et au début de ce mouvement, par rapport à aujourd'hui, quelle est la position des Ménonites vis-à-vis de l'homosexualité? Puisqu'on sait que l'Église n'est pas vraiment très très favorable à ce genre de choses. Parfois même, c'est condamné. Alors ça, si vous voulez, c'est comme tout ce qui se passe chez les Ménonites, il y a une grande diversité. C'est intéressant parce que si vous allez... moi j'y suis allé dans les conférences mondiales, si vous voulez, c'est un peu comme si vous êtes dans une réunion de famille. Vous avez des cousins, bon, ok. Mais enfin, c'est vos cousins quand même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, c'est une question qui est débattue. Il y a certaines églises qui sont ouvertes, d'autres qui sont fermées. Et c'est donc il y a un débat. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition globale sur cette question-là. Voilà. Ce qui correspond au fait que vous avez les églises plus ou moins conservatrices, quoi, si vous voulez, ça, c'est au sein du mouvement. Hein, je veux dire, voilà. Donc je ne peux pas en dire plus. Hein, je vous dis le constat, quoi. Donc voilà. Parle fort. Bonjour. Oui, alors moi, je voudrais évoquer un exemple historique de l'intervention des Ménonites, disons, dans la grande histoire. Mettez-vous debout, peut-être, on vous entendra mieux. Oui. Je veux parler d'une région de France où les Ménonites sont relativement nombreux par rapport à ailleurs, c'est l'Alsace. L'Alsace, de 1942 à 1945, a été annexée par Hitler. Je dis bien annexée. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout occupé comme le restant de la France. Annexé, oui, absolument. Et le monde protestant et le monde ménonite a très largement facilité, disons, la collusion avec le nazisme en Alsace. Ce qu'on nous racontait, moi je suis originaire de cette région, notamment de ce qu'on appelle l'Alsace bossue, oui, où les Ménonites étaient relativement nombreux. On nous disait ça quand j'étais à l'école primaire, on nous en parlait. C'était des rumeurs. Aujourd'hui, il y a 2 ans, il y a un ouvrage qui est paru sur ce sujet, et on sait aujourd'hui de plus en plus le rôle qu'a joué notamment les Ménonites, et le fameux, peut-être vous le connaissez, Hermann Bickler, était un Ménonite connu, qui est devenu... qui a formé la Jugendmannschaft, qui était pratiquement une Hitlerjugend avant l'arrivée de Hitler dans les années 30, a formé ce mouvement en Alsace, où la part religieuse était très importante, et qui défendait notamment l'autonomie, et quand l'autonomie alsacienne, quand ils sont devenus français en 1918, et donc le mouvement protestant et le mouvement ménonite avaient revendiqué une très forte autonomie et a profité de l'arrivée de Hitler ou du nazisme pour faire collusion avec lui et finalement a contribué à l'annexion et donc notamment à l'enrôlement de force de 130 000 jeunes Alsaciens que Hitler a envoyés sur le front russe. 40 000 en sont morts, 20 000 se sont retrouvés dans le goulag. Le dernier est revenu en 1956. C'est la part, quand vous regardez en termes de mortalité lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Alsace qui a le plus souffert. 4,5% des Alsaciens sont morts dû à la guerre et dû à l'Allemagne, notamment dans l'armée allemande, alors que dans le restant du pays, il n'y en a que 1,5%. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la philosophie que vous avez évoquée tout à l'heure, l'autonomie, la particularité, l'écologie, qui était très présente et qui faisait partie de l'intelligentsia et de l'élite alsacienne à l'entre-deux-guerres, entre 1918 à 1939, a aussi contribué finalement à faire collusion avec le pouvoir allemand qui redonnait un certain honneur à la particularité alsacienne parce que la langue était allemande.
Mais ils ont fait collusion quand même. Et notamment le fameux Bickler, qui était donc un ménonite, et qui est devenu l'équivalent finalement d'un préfet ou sous-préfet de Strasbourg, a contribué notamment à faciliter l'envoi notamment de ce qu'on a appelé les malgré nous. Chose qu'on a reconnue, je le signale tout de même, le 11 novembre dernier, 2025, Macron a posé une plaque aux Invalides à Paris, où on a enfin reconnu la perte des malgré nous lors de la dernière guerre. Bref, voilà. Donc là, ça peut aller dans votre chapitre 3, des excès ou des dérives historiques, où finalement il y a eu collusion entre la philosophie ménonite en quelque sorte, ou même protestante, je dirais, a favorisé la collusion avec un pouvoir qui a clairement marqué une dérive historique que l'on connaissait. Alors, oui, mais alors, de toute façon, dans l'entre-deux-guerres, je veux dire, les églises ménonites, c'était complètement, contrairement à ce que vous avez pensé, c'était complètement fondu dans la masse. Enfin, moi, je connais des gens qui y étaient, si vous voulez, dans l'entre-deux-guerres, où c'était devenu des... il n'y avait plus aucun... Enfin, je veux dire, il y avait, je pense, plutôt l'idée, effectivement, de rentrer dans le rang, ce qui est une mauvaise idée quand vous êtes face à un pouvoir totalitaire. Et puis, alors effectivement, par contre, moi, parce que dans le dernier bouquin que j'ai écrit sur le nationalisme, j'ai un peu regardé comment l'Église protestante allemande s'était positionnée face à la montée du nazisme. Alors, il y a eu une minorité, enfin, importante, mais une minorité, qui était ce qu'on a appelé l'Église confessante, qui a résisté, mais la majorité non seulement accepté, mais même il y en avait qui avaient imaginé qu'il fallait faire un christianisme allemand, etc., etc. Enfin, je veux dire, bon... De même qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des mouvements autoritaires qui sont soutenus aux États-Unis par les protestants, en Russie par les orthodoxes, enfin je veux dire, voilà, et dans l'entre-deux-guerres, pratiquement tous les mouvements nationalistes ont été soutenus par la religion majoritaire du pays, en Espagne, au Portugal, en Europe centrale, etc., etc. Donc c'est absolument pas une histoire glorieuse, hein, et actuellement, on ne peut pas vraiment dire non plus qu'on est dans un moment glorieux du christianisme. Je ne le défendrai certainement pas. Voilà. Donc, Je voudrais savoir s'il y a un lien entre les Mormons et les Ménonites. Alors, non, pas du tout. Les Mormons, c'est tout à fait autre chose. Alors, par certains côtés, oui, si vous voulez, les États-Unis ont favorisé l'émergence enfin, ont accueilli des mouvements justement religieux divers. C'est-à-dire qu'une partie des gens qui ont émigré d'Angleterre pour aller aux États-Unis l'ont fait pour des raisons religieuses. Et c'était une manière, si vous voulez, de rétablir un peu le pouvoir de l'anglicanisme en Angleterre et d'envoyer un petit peu les têtes brûlées aux États-Unis. Et donc après ça, effectivement, aux États-Unis, il y a eu quand même, on a accepté des mouvements religieux très divers, et notamment, par exemple, les Mormons. Mais les Mormons, c'est quelque chose qui est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui a eu une révélation particulière d'un livre, puis il a fait ses disciples, etc. Et puis ils se sont installés dans l'Utah, et non, c'est carrément autre chose. C'est carrément, c'est beaucoup plus tardif, et surtout, ça n'a... Les Ménonites ont toujours revendiqué, ils revendiquent encore l'ancrage vraiment dans les textes bibliques et n'ont rien rajouté, alors que les Mormons ont leur propre livre. Donc c'est une autre forme de marginalité, mais c'est pas la même. Voilà. Vous levez peut-être. C'est à peu près la même question par rapport aux Quakers. Vous n'avez pas évoqué le mot Quaker. Est-ce que c'est similaire? C'est pour les Quakers. Quelle est la différence avec les Quakers? Oui. Non, mais alors je vais répéter la question sur les Quakers. Oui, j'ai mentionné les Quakers au passage. Alors les Quakers, si vous voulez, les Quakers sont nés au XVIIe siècle, plutôt en Angleterre. Hein, et donc... mais alors là, on rentre dans les questions d'histoire religieuse très compliquées. C'est-à-dire qu'en fait, une partie des anabaptistes hollandais ont émigré en Angleterre, et après ça, au XVIIe siècle, il y a eu tout un mouvement de bouillonnement religieux en Angleterre, avec une révolution
religieuses, il y a toutes sortes de mouvements. Alors, il y en a eu de toutes sortes. Hein. Il y avait par exemple les niveleurs qui prêchaient l'égalitarisme, pour des raisons religieuses, j'entends. Il y avait les bêcheurs qui en fait disaient qu'il fallait défricher au nom de Dieu, etc. Enfin, il y a eu de tout, quoi. Et au milieu de tout ça, il y avait effectivement les Quakers qui, eux, ils ont mis beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle la lumière intérieure. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont des cultes, des cérémonies, où en fait, il n'y a pas de prédicateur, et ils attendent que chacun, s'il y a la lumière intérieure, il parle. Voilà. Et puis, alors, mais par contre, c'est la même chose, ils se sont rejoints, et aujourd'hui, ils se sont beaucoup rapprochés de tous les mouvements de paix au sein du christianisme. Et il n'y a pas seulement les ménonites, comme je disais, il y a en fait, par exemple, Église et paix, le mouvement international de la réconciliation, j'en oublie un des trois que j'oublie, mais ça, peu importe. Il y a eu toutes sortes de mouvements de paix, et moi j'ai participé à des réunions justement de ces mouvements de paix au sein du christianisme. Il y a de tout. Il y a des gens qui viennent de partout. Qui viennent d'églises tout à fait, qui appartiennent à l'église catholique, ou l'église presbytérienne, etc. Enfin, tout ça, et donc en fait, qui se rejoignent. Aujourd'hui, c'est plus une nébuleuse, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément des mots. Et puis vous avez aussi, et à l'inverse, c'est ce que je disais, en fait, au sein aujourd'hui des églises ménonites, vous avez une très grande diversité. Hein, vous avez donc voilà. Moi, c'est plutôt l'inspiration qui m'intéresse, si vous voulez, que l'étiquette. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Oui, à propos d'inspiration, est-ce que le psychanalyste Jacques Lacan connaissait votre mouvement? Jacques Lacan, oui. Et qu'en aurait-il dit? Non, je ne pense pas. Non, en tout cas, je ne suis pas du tout un spécialiste. J'ai quand même lu quelques lignes de cet auguste personnage, mais je ne pense pas qu'il connaissait ça. Non. Ça m'étonnerait, disons, mais enfin, on ne se trouve jamais, quoi. Hein. Non, mais même, par exemple, Françoise Dolto, qui était beaucoup plus proche du christianisme, qui s'est vraiment carrément inspirée, je ne pense pas qu'elle ait vraiment jamais cité non plus les Ménonites. Plus de questions? J'aurais aimé savoir si les Ménonites ont des églises ou des temples en France. Voilà, alors, la présence des Ménonites en France. Alors, actuellement, j'habite Poitiers, où il n'y a pas d'église ménonite. Donc, je ne suis pas dans une église ménonite. Voilà. Donc, les églises ménonites en France, donc, comme ça a été dit, il y en a beaucoup en Alsace, Alsace du Nord et du Sud. Il y en a en Lorraine. Il y en a aussi 2 près de la Suisse, près de la Suisse romande, du côté de la Suisse romande. Il y en a en région parisienne, voilà. Mais donc vous voyez, c'est très. Mais il n'y en a pas du tout dans le sud-ouest, en tout cas, 0. Et puis, voilà. On a essayé à une époque. En France, ça n'a pas trop pris, ça a plus pris en Angleterre. En Angleterre, il n'y a pas de ménonites, mais il y a ce qu'on a appelé un réseau anabaptiste. C'est-à-dire des gens qui, justement, se reconnaissaient dans ce projet, un peu le projet que j'ai défini, et qui, quelle que soit leur appartenance ecclésiastique, se retrouvaient dans ce réseau anabaptiste. Je trouve ça assez intéressant. C'est en gros l'idée de justement, d'être capable d'échanger, de s'encourager les uns les autres, au-delà de nos étiquettes. Voilà. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, les églises ménonites en France, ça fait 2000 membres, donc c'est une poignée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut raison garder, là, hein, je veux dire. Donc, mais je pense que pour moi, c'est une source d'inspiration au-delà du nombre de gens que ça représente, quoi. C'est ça que je veux dire. Une dernière question? Allez, Roland. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous faites de nous des résistants de l'abandonnisme. Ça me gêne un peu, mais bon, je peux comprendre quand même ce que vous dites. Par contre, certains, vous dites, ont l'espérance comme projet, d'autres ont l'Église universelle. Pour les Ménonites, qui doivent être réunis, je suppose, dans un ordre mondial ou
dans des conférences internationales. Quels sont les projets pour l'avenir?